Ces faits ne sont pas passés inaperçus dans la sphère politique ivoirienne. L'année 2024 a été marquée par une actualité florissante allant de la consolidation des acquis à la rupture au sein de certains partis politiques, candidature déclarée aux prochaines élections présidentielles, scission au FPI ou empoignade Thiam Billon au PDCI. À cela s'ajoute le retour de John Mahama. Nous parlons ici de l'actualité sous-régionale au Ghana et la rupture entre la CEDEAO et l'AES pour ce qui concerne l'actualité internationale. Voici ce qui constitue le menu de cet entretien consacré au bilan de l'actualité politique 2024 et ce sera avec le docteur Eddy Guipier. Il est politiste, j'avais noté politologue, mais vous expliquiez tout à l'heure la différence entre le politiste et le politologue. Oui. Est-ce qu'on peut l'avoir? Alors, depuis quelques années, justement, on fait la différence entre le politologue, qui serait une personne qui travaillerait sur le fait politique, oui. Sur la politique d'un point de vue événementiel. Donc, un journaliste, un bon, comment dirais-je, chroniqueur, un bon rédacteur en chef, qui travaille sur la politique, oui. Bien entendu, en ayant écrit là-dessus, etc., en ayant pris le soin aussi de conceptualiser certains phénomènes, pourrait apparaître comme étant un politologue. Par contre, le politiste est celui qui est un scientifique qui pratique la science politique comme discipline de base à l'université dans un premier temps, avec peut-être un diplôme en sciences politiques. Donc voilà un peu la différence. C'est une différence qui a apparu depuis une dizaine d'années, qui commence à monter en puissance et effectivement nous déclinons, en tout cas nous autres politistes, beaucoup plus le terme politiste. Voilà. Nous préférons le terme politiste à celui de politologue parce qu'un historien peut être politologue, etc., etc. D'accord. En tout cas, vous êtes enseignant-chercheur en sciences politiques. Voilà. À l'université Peleforogon de Korogo. C'est bien cela. Tout à fait. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer tout de suite par les candidatures déclarées à moins d'un an de l'élection présidentielle de 2025. Je vous cite ces candidatures: Laurent Gbagbo, Pascal Affi-N'Guessan ou encore Simone Gbagbo. Toutes ces personnalités ont déjà annoncé leur candidature à la prochaine élection présidentielle. Est-ce que ce n'est pas un peu trop tôt de le faire? Il n'est jamais trop tôt pour annoncer une candidature parce que, on le sait, la plupart du temps, on le dit qu'une élection présidentielle, c'est la rencontre entre une personne et le peuple. Donc, l'opposition, par définition, n'a pas les mêmes moyens que le parti au pouvoir. Donc, il est impérieux de rencontrer le peuple par quelque biais que ce soit, avec cette légitimité-là, ou en tout cas présentée comme telle, pour pouvoir, dans un premier temps, comme je l'ai dit, aborder le peuple, décliner les éléments du programme, du projet de société et du programme de gouvernement. C'est donner plus de temps de décliner ce programme. Effectivement, pour susciter une adhésion des populations, une compréhension dans un premier temps, une adhésion des populations à ce projet de société, ce programme de gouvernement. Oui. Donc c'est fondamental de prendre un peu d'avance sur, comment dirais-je, le gouvernement, sur le parti au pouvoir, on va dire, étant donné que effectivement les moyens sont différents et peuvent même être disproportionnés. Donc c'est fondamental d'annoncer cette candidature le plus tôt possible pour être aux prises avec le terrain, avec les populations, avec leurs réalités, pour pouvoir, pourquoi pas aussi amender le programme le cas échéant. D'accord, vous venez de le dire, toutes ces candidatures viennent de l'opposition. On n'oublie pas que l'ancien président Laurent Gbagbo a appelé à l'union de la gauche. C'est l'appel de Bonois. Pensez-vous que cet appel puisse aboutir? Alors, il faut, dans un premier temps, eu égard à cette déclaration, faire le bilan de cet appel de Bonois. Je pense que le premier parti à avoir répondu un peu favorablement, c'est le parti d'Affi-N'Guessan, qui, en même temps, a essuyé une crise en interne, puisque d'un point de vue, je veux dire, il y avait une partie de ce parti qui ne se sentait pas concernée par cet appel de Bonois et une autre partie dont le président Affi se sentait intéressé par cet appel pour renforcer l'opposition et la gauche en particulier. Donc pour moi, c'est un bilan mi-figue, mi-raisin, puisqu'on connaît maintenant les partis de gauche ou présentés comme tels. Il y a le COJEP, vous en avez parlé, le MGC, le FPI, et de voir que le MGC et le COJEP ne s'y sont pas associés, ça quand même, ça fait une sorte de grincement dedans et ça fait un bilan mi-figue, mi-raisin, en tout cas à mi-parcours. Mais les jeux sont encore ouverts et il n'est pas interdit qu'ils trouvent un terrain d'entente justement là-dessus. Puisqu'on a encore à moins d'un an de l'élection présidentielle et donc il y a encore beaucoup de mois
Octobre 2025. Il y a encore beaucoup de mois, ouais. vous savez, dans l'absolu, tout est relatif. Hein, effectivement, 10 mois, c'est beaucoup, mais ce n'est pas assez aussi, puisque cette dynamique unitaire a besoin d'être expliquée aussi. Vous savez, les alliances, des fois, elles désorientent les militants. Par exemple, le cas du FPI, qui est un cas d'espèce, vous avez vu que cette alliance a été décriée par des cadres du parti. Avec le RHDP, voilà. Avec le RHDP, ou même l'intérêt du président du parti AFI pour l'alliance avec le président Laurent Gbagbo, en tout cas pour l'appel de Beaunois. Vous avez vu que ça a créé des bisbilles à l'intérieur du parti. Donc, c'est cet effort de pédagogie, d'explication qui est fondamental et qui doit intervenir assez tôt pour pouvoir aligner les militants et les cadres derrière une dynamique unitaire. Donc le faire le plus lentement possible, ça risque de déstabiliser, de désorienter certaines personnes et entretenir encore une fois, comment dirais-je, l'ombre de la division à quelques mois des élections. D'accord. Pour l'opposition, on sait. Il n'y a pas de problème, les candidatures y ont été déclarées. Pas toutes. Pas toutes, hein, même si on attend d'autres, mais quand même, il y a eu beaucoup de courage au niveau dans l'opposition pour déclarer quelques candidatures. Pas toutes, on attend d'autres candidatures encore. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est le pouvoir en place. Le RHDP qui n'a pas encore annoncé son candidat. Pensez-vous que ce soit fait exprès? Oui, je pense que c'est c'est lié à un certain usage. Vous savez, le candidat du parti au pouvoir est la plupart du temps le dernier à annoncer sa candidature. Voilà. Le dernier a annoncé sa candidature parce que lorsque le président de la République est le chef de l'État et il est le chef de tous. Donc, une fois, par exemple, qu'il décide d'être candidat, je veux dire, c'est une partie de sa légitimité de chef d'État qu'il perd. Là, il se met à la portée des coups de l'opposition, en tout cas de tous ses concurrents. Donc, on préfère, je veux dire, le plus longtemps possible, jouir de cette audience, cette autorité, ce rayonnement de chef de l'État-là, et se lancer dans le marigot politique au dernier moment. En même temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, les moyens ne sont pas les mêmes. Lorsqu'on est un chef d'État et lorsqu'on vient de remporter les dernières élections, comme on l'a vu en Côte d'Ivoire avec le RHDP, on a une certaine marge d'avance qui peut se permettre de déclarer, une candidature au dernier moment. Vous l'avez vu, pour faire la comparaison avec 2020, que le chef de l'État avait annoncé sa candidature le 6 août 2020. Vous avez vu, à quelques petits mois, n'est-ce pas, de la joute électorale d'octobre. C'est ce qui pourrait se passer encore pour 2025? Non, à mon avis, bon, là, on est un peu dans la fiction, donc on va multiplier les hypothèses. Oui, tout à fait. On va prendre des précautions langagières et puis utiliser les hypothèses. Alors, il y a deux hypothèses où le chef de l'État voit effectivement que ses concurrents sont déjà très actifs sur le terrain, suscitent une large mobilisation. On l'a vu il y a quelques jours avec le PDCI à Boisseau. Et il se dit, bon, effectivement, titillé justement par tous les cadors du RHDP, se dit, bon, et c'est le moment pour moi d'y entrer, voilà, pour ne pas, effectivement, parce que c'est une course, course de fond, voilà, c'est un marathon, donc se dire, je rentre dans la course et pour pas que je me fasse trop distancer, ou bien, dans l'hypothèse que j'ai évoquée tantôt, se disent, non, c'est pas encore le moment, de toute façon, j'ai une avance consacrée par les résultats aux dernières élections, je rentrerai au dernier moment pour ne pas que mon statut et ma stature de président de la République puissent être effritées par les nombreux concurrents. Donc, c'est un peu ce qui, je pense... Tout est possible. Tout est possible, effectivement. D'accord. Et si le président, vous avez longuement parlé de lui, si le président Alassane Ouattara se représentait, est-ce que c'est possible? Oui, dans l'absolu, effectivement, la question se posait en 2020. Mais moi, je fais partie des personnes qui, dès la révision de 2016, avaient déjà pensé que la candidature du président de la République était déjà valide. Alors, il y a eu plusieurs débats là-dessus, de savoir que sinon, ce n'était pas valide, etc. Deuxième, troisième mandat de la Troisième République. Pour moi, lorsqu'on remonte, on va dire, à l'événement majeur qui est la modification de la Constitution du 8 novembre 2016, une fois qu'il y avait déjà une modification, alors les jeux sont à nouveau ouverts, c'est tabula rasa. Je sais qu'il y a des personnes qui ne seront pas d'accord, mais j'assume et je peux argumenter en ce sens. C'est tabula rasa et le président de la République peut donc se présenter parce que nous sommes en l'espèce en présence d'une nouvelle constitution. Et donc c'est possible qu'il se présente? C'est possible qu'il se présente, ce sera certainement la dernière fois, à moins qu'il y ait encore une autre modification. Quelles pourraient être par exemple les conséquences de cette candidature? On va dire c'est la continuité. Vous l'avez vu, il y a plusieurs
cadres du RHDP, des ministres ou d'autres, non des moindres, qui sont montés au créneau pour dire qu'il s'agissait d'une candidature naturelle. Vous savez, nous sommes comment dirais-je, habitués à ce genre de termes. La plupart du temps, on ne sait pas de remettre en cause le statut du président qui est d'office candidat naturel. Effectivement, il y avait une surprise. Si mes souvenirs sont bons, on date de mars 2020, où le président de la République avait, devant le Parlement réuni en congrès, annoncé qu'il ne se représenterait pas et après, dans la foulée, annoncé la candidature du défunt Premier ministre Amadou Gon. C'était une vraie surprise. J'avais moi-même été surpris à l'époque, ce qui est un peu rare. Et effectivement, avec le décès du défunt Premier ministre, nous avons vu que le chef de l'État est remonté en selle et a annoncé sa candidature en date du 6 août. Donc, effectivement, pour moi, la surprise, pour ce qui concerne le RHDP, ce serait plutôt une non-candidature du président Ouattara et la candidature d'un candidat pour lequel nous n'avons pas réellement d'informations. Est-ce que serait la surprise pour moi, la non-candidature d'Alassane Ouattara? À mon avis, effectivement. D'accord, ok. On laisse en suspens. On va revenir dans l'opposition, si vous le voulez bien. Avec le FPI, on sait qu'il y a eu un problème au FPI avec la scission et la naissance d'un nouveau courant dirigé par Isiaka Sangaré, l'ancien secrétaire général de Pascal Affi-N'Guessan. Est-ce que cette situation, ce problème auquel on a assisté au FPI était prévisible? Bon, effectivement, je pense que le FPI même, bon, vous avez vu que l'appel de Beaunois a suscité, on va dire, comment dirais-je, une réaction positive de la part du président Affi qui a décidé justement de faire table rase de tout ce qui s'était passé, de tous les différents politiques qu'il avait eu avec le président Laurent Gbagbo pour essayer de rejoindre ce dernier-là, pour renforcer la gauche dans un premier temps, puis l'opposition dans un second temps. Et ça n'a pas plu à certains cadres du parti, encore une fois, qui s'étaient sentis vraiment engagés aux côtés du RHDP. Et effectivement... M. Isiaka Sangaré en fait partie. Il a créé un courant. C'est d'autant plus paradoxal, faut-il le signifier encore une fois, que les courants sont prévus par tous les statuts des partis politiques. Mais chaque fois qu'il y a une création d'un courant, on pense déjà à une scission. C'est quand même somme toute assez paradoxal. La question avait déjà été réglée, je pense, avant la convention, où il y a eu certaines personnes qui ont été suspendues, en tout cas du parti. Donc, je pense que sauf accord de dernière minute où si M. Isiaka Sangaré rentre dans les rangs, mais je pense que la question pourrait être résorbée de cette façon. D'accord. Et donc, courant, on ne peut pas forcément parler de scission. Non, courant, non, c'est une position qui peut être différente, hein, pas divergente, mais différente de l'orthodoxie, de la position centrale. Mais un courant est toujours vu comme un enrichissement, n'est-ce pas, dans l'idéologie, dans la pensée, dans la réflexion, dans la vitalité démocratique, on en parle interne au sein d'un parti. Mais la plupart du temps, c'est ce qui est prôné dans le discours, mais dans le fond, on prend ça toujours comme une crise larvée et une voie de division dans un parti politique. Est-ce qu'au PDCI, on peut parler aussi de courant? Cette empoignade entre Thiam et Billon, est-ce que ce sont deux idées il n'y en a pas formellement. D'un point de vue, il n'y en a pas. On a connu des courants au PDCI-RDA. Il y a eu les rénovateurs, si mes souvenirs sont bons, il y a très longtemps. En l'espèce, M. Billon, le ministre Billon, n'est pas porteur d'un courant. En tout cas, eu égard à mes maigres informations. Il n'est pas porteur d'un courant. Qu'il va contre le président du parti. Effectivement. Pour l'instant, il reste, on va dire, dans le carcan du parti, puisqu'il demande que la convention qui va investir le candidat du PDCI-RDA se fasse le plus tôt possible, chose qui lui est en tout cas refusée pour l'instant par les instances du parti qui préfèrent repousser le plus longtemps possible la convention. M. Billon fait une différence, somme toute réglementaire, entre d'une part le statut du président du parti et celui du candidat du parti. Et donc, n'ayant pas pu être président du parti, n'ayant même pas pu concourir, étant disqualifié par les textes du parti, il ressent le besoin de concourir, comment dirais-je, pour la présidence pour être le candidat, pour être le candidat du parti. Donc effectivement, ça crée, on va dire, des acrimonies. Il y a deux camps, en tout cas, qui s'affrontent. Mais dans tous les cas, on a vu, le président Thiam lui a répondu. Il lui a dit qu'il l'affronterait à la convention et qu'il le battrait pour être le candidat du parti. Et donc, il pourrait se présenter? Oui, rien ne lui interdit de se présenter en tant que militant. En tout cas, je pense qu'il remplit les règles, en tout cas, cette fois. D'accord. Il remplit les règles. Là, on a parlé des élections au PDCI et de tout ce qui va se faire aussi au FPI. Mais il y a la grande élection, qui est l'élection présidentielle. Et pour aller aux élections, et pour voter, il faut être inscrit sur la liste électorale. Tout à fait.
cette question, cette épineuse question a fait l'objet de beaucoup de discours. Ces derniers temps, l'opposition affirme que l'opération est une catastrophe. C'est l'opposition qui l'affirme, pendant que la CEI, la Commission électorale indépendante, proclame le contraire. Vous, quelle analyse vous faites-vous de l'opération de la révision de la liste électorale? Alors, les opérations des listes électorales, elles sont quasiment annuelles, en tout cas prévues par le Code électoral. L'ordonnance de 2020 portant Code électoral prévoit en son article 6, eu égard à, comment dirais-je, au poids électoral qui est démographique, une révision annuelle de la liste électorale. Et donc, c'est ce qui est prescrit par les textes, même si ça n'a pas toujours été fait. Dans l'absolu, à chaque fois, la commission électorale indépendante est, on va dire, très affirmative et très optimiste voilà, sur le nombre de personnes à recenser. Dans les faits, on remarque quand même qu'eu égard aux 4 millions qui devaient se faire enrôler. Effectivement, on n'enrôlera pas 4 millions de personnes, soyons réalistes, mais on pourrait quand même avoir la moitié ou le quart, a fortiori peut-être le tiers, ce qui n'est pas le cas. Donc on ne peut pas dire, en tout cas, on ne peut pas claironner que ça a été un succès. Il faut se poser des questions réelles, et le président Thiam l'a dit, il faut se poser la question de la désaffection des jeunes, de savoir pourquoi est-ce que les jeunes s'orientent vers certaines activités, ils ne vont pas se faire enrôler, etc. la plupart du temps. Même si on a vu quand même un sursaut les derniers jours, il y a eu un regain dans les enrôlements, les tribunaux, etc. ont été vraiment submergés par un afflux de demandes. Est-ce qu'il ne faut pas étirer la période aussi pour permettre, comment dirais-je, un enrôlement beaucoup, ce qui ne serait pas fait à la hussarde, on va dire, ce ne serait pas fait assez rapidement. Il faut aussi renforcer les tribunaux, je viens de le dire, les préfectures, etc., pour pouvoir faire en sorte que, parce que la plupart du temps, lorsque nous pensons toujours de façon urbaine, avec des personnes qui disposent déjà de toutes leurs pièces d'identité pour pouvoir, n'est-ce pas, se faire enrôler. Mais ce n'est pas le cas des fois dans les hameaux. Alors donc, il faut, pour ma part, peut-être une des solutions serait d'étirer la période et de renforcer l'assise communicationnelle pour faire en sorte que, justement, par le bas, on puisse mobiliser, motiver les électeurs potentiels à se faire inscrire sur la liste électorale. D'accord. Merci, docteur. C'est la fin de la première partie de cet entretien. On va rester sur la liste électorale après cette coup de pause, mais cette fois, pour parler des leaders qui ont été retirés de cette liste. Est-ce que vous en pensez? Et donc, coup de pause et on revient tout à l'heure pour continuer l'entretien avec le docteur Eddy Guipier, politiste.